On avait espéré. Il est donc évident que toute stratégie qui sera mise en place sera fortement influencée par ce qu'on peut penser des prix du pétrole en moyen et long terme. Or, c'est là que je pourrais apporter un peu la contradiction à mon ami Brun. Je ne suis pas aussi optimiste que lui. Je ne pense pas que structurellement, comme il a dit, les prix du pétrole sont à la hausse. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que les cycles précédents ont été très longs. Le cycle baissier a duré 15 ans, le cycle haussier a duré une quinzaine d'années. Il n'y a pas de raison que le nouveau cycle dans lequel nous sommes entrés ne dure pas aussi longtemps. Et je vais dire pourquoi. Il y a structurellement un surplus de pétrole dans le monde pour très longtemps. Structurellement, le pic pétrolier est un mythe. Et je l'ai dit plusieurs fois. Structurellement, les ressources pétrolières sont extrêmement importantes. Le problème, c'est le coût de leur développement et la vitesse à laquelle on va faire les investissements. Et c'est pour ça que les cycles durent un certain temps. Et tout le monde le connaît. Prenons 5 ou 6 exemples. Aujourd'hui, le Venezuela est en crise. Il est évident qu'il y a de fortes probabilités pour que le régime tombe. Si le régime tombe, ça veut dire que la production pétrolière repartira. Parce que ceux qui vont venir vont changer totalement et radicalement de politique. Or, le Venezuela dispose des plus grandes réserves de pétrole du monde. Ça, tout le monde le sait. Donc, c'est potentiellement un producteur extrêmement important. Prenons l'Irak. L'Irak a potentiellement la possibilité d'aller à 12 millions par région. Vous croyez que pour reconstruire son pays, il va se gêner de produire? Il va produire. Il ne produira peut-être pas 12, mais il produira le double de ce qu'il produit aujourd'hui. L'Iran a des réserves extrêmement importantes. Elle a les moyens humains, financiers et technologiques pour développer une bonne partie de ses réserves. Prenons les pays du Golfe et prenons le plus important, l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, si elle veut demain, peut produire dans le temps, bien sûr pas tout de suite, mais à terme, 20 millions par région. Personne ne l'empêchera de produire 20 millions par région si elle a envie de les produire. Et j'invite tout le monde à lire la dernière vision de l'Arabie Saoudite à 2030. Ali, qui nous fait peur. Tu peux pas nous... Je pense que c'est important, mais je ne parlerai plus. Je te promets qu'après je parlerai. Le problème, c'est que si vous lisez attentivement, si vous lisez attentivement la vision 2030 de l'Arabie Saoudite, vous verrez que le prince de l'Arabie Saoudite en général a radicalement changé de politique. Et que le fait de transférer le pouvoir à l'Aramco à travers la fonds veut dire qu'elle lui laissera l'entière flexibilité de produire le niveau qu'elle souhaite. Et donc, ça veut dire que l'Arabie Saoudite pourrait produire plus demain. Donc, potentiellement, nous avons 15 à 20 millions d'argent qui sont là, qui peuvent attendre, qui peuvent être produits dans les 5-6 années qui viennent. Ça veut dire à 1,5 G de baril de monde, ça veut dire 10 ans. Le cycle peut-être de 10 ans, je m'arrête là, merci. Merci, Ali, d'avoir apporté cette contradiction. Voilà, il y en a une là-bas au fond. D'un cabinet d'études et ancienne de son entraîne. À mon avis, je pose la problématique autrement. On aura beau faire des projections, on aura toujours des surprises. La dernière chute des prix du pétrole a été une surprise malgré que tout le monde dit oui, prévisible. On a toujours des surprises dans ce domaine. Par contre, ici, je rejoins en fait preuve dans les faits pour dire que le secteur pétrolier est une industrie fortement capitalistique. Mais une industrie fortement capitalistique ne peut pas être une source de revenus pour un pays. Par contre, elle peut être la locomotive économique dans
Donc, si on veut vraiment exploiter le pétrole, je dirais que Sonatrach devrait changer de vision, penser à intégrer de plus en plus d'entreprises locales, parce qu'elle a beaucoup d'argent à distribuer. Une grande partie de sa valeur ajoutée est construite par des entreprises étrangères, et seule l'intégration des entreprises locales pourrait faire de Sonatrach non plus un poids, mais une locomotive de développement économique en Algérie. Si on va vers cette vision, une chose est sûre, même si Sonatrach disparaît demain, pas dans le sens propre, mais dans le sens figuré, elle aura à changer de vocation, à changer de métier. Elle passe d'un groupe pétrolier, on a mis 20 ans pour dire que nous sommes un pays gazier, non pas un pays pétrolier. Maintenant, il faut dire que on doit aller vers une nouvelle perspective, qui est de faire de Sonatrach une locomotive de développement économique et qu'elle se transforme réellement en un groupe dans l'avenir financier. Je pense que c'est l'avenir de Sonatrach dans quelques années. Merci. C'est-à-dire, on parle d'intégration nationale, c'est comme si on découvrait que soudainement on va faire de l'intégration nationale. À mon avis, on devrait donner beaucoup d'importance au retour d'expérience, comme dans tous les domaines. Il y a eu des créations d'entreprises pour la fabrication d'équipements. Je cite CIMAS, je cite beaucoup de compagnies avec Sonatrach, Sonelgaz, des compagnies étrangères. La moindre des choses, c'est que de voir premièrement pourquoi nous n'avons pas réussi. Sinon, nous allons échouer de nouveau. Il faut regarder les cas qui ont réussi et les cas qui n'ont pas réussi. Sinon, on restera tout le temps en train de refaire les mêmes histoires et les mêmes erreurs. Et voilà, je vous remercie. شكرا ميرسي ولا ثاني صاحبك بصح 3 minutes. Bien sûr, bien sûr. Bon, la première chose, l'énergie, à mon humble avis, est devenue une affaire de société civile. L'énergie est devenue une affaire de société civile. La société civile, de nos jours, c'est un sigma d'un certain nombre d'associations. Il est grand temps que l'énergie devienne fasse l'objet, qu'on crée une association de tous les énergéticiens, directs et indirects. Une association qui va servir. نديروها خلاص صاي سي ديسيدي Là, باس au point de il vue. est urgent. Il est urgent. Non, ça y est, on va le faire, on en a parlé. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la société civile, l'association, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle va être créée d'abord avec tous les énergéticiens, directs et indirects, où qu'ils soient, hommes et femmes, et à travers tout le pays et même à l'étranger. Cette association ça doit s'occuper spécialement de réfléchir à tous les problèmes de l'énergie de notre temps. Et elle ne fera pas les aides politiques. Elle ne fera pas les aides politiques, mais ce sera un creuset, un think tank, une certaine de sa série. Elle va être formée d'abord selon la loi de ce pays. Il n'est pas question de créer 50 articles X, Y, Z. Deuxièmement, elle va laisser faire quoi de cette association? Elle va avoir une assemblée souveraine qui décide, qui a un statut, etc. Et elle va réfléchir à tous les problèmes énergétiques qui peuvent se poser à l'Algérie. Ensuite, elle va proposer des solutions et ça va permettre à notre pouvoir, parce que le pouvoir politique, c'est lui qui décide, il sera très heureux. D'abord, elle va comprendre que tous les gens, même les patrons de cette entreprise nationale, des entreprises citoyennes, des entreprises privées, les gens qui sont dans cette société, dans cette association, ils peuvent continuer leur job, il n'y a pas de problème, leurs activités, ils ont le font, mais
ils sont membres de l'association et cette association ne s'occupe des problèmes de l'énergie. À ce moment-là, c'est nous qui serons comment on appelle ça, un think tank de ce genre pour parler avec notre gouvernement, pour définir la politique énergétique pour les prochaines années. Merci, M. Ahmed. Ça se clôt. Je vais peut-être préciser un concept. J'ai entendu tout à l'heure plusieurs fois dire sortir du pétrole. Essayez de rapprocher un petit peu le micro, il n'est pas question de, à mon avis, il n'est pas question de sortir du pétrole. Il faut sortir de la dépendance du pétrole. Ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner le pétrole. Et de ce point de vue-là, j'avance dans le sens de M. Brun, le gaz et le pétrole sont encore la grande avenir. Le deuxième point, c'est l'intégration. L'intégration industrielle est un problème extrêmement important. Si l'on regarde les pays qui ont réussi jusqu'à présent, que ce soit la Corée, l'Indonésie et avant le Royaume-Uni, on s'aperçoit que dans ces pays-là, il y a tout d'abord un tissu industriel très solide. Il y avait un tissu industriel très solide qui permettait l'intégration de sociétés au processus d'extraction et d'exploitation. Aujourd'hui, le Royaume-Uni possède environ 1100 entreprises qui travaillent dans le pétrole et le gaz et qui rapportent plus de 26 milliards, qui ont rapporté en 2013 près de 26 milliards de livres. Donc, aujourd'hui, il ne faut pas demander à quelqu'un qui sont à son égard dans une autre société nationale qui ont des impératifs de production, des impératifs économiques, d'intégrer comme ça une société payée. Ça n'est pas possible parce que son souci principal, le responsable de projet, le responsable d'unité, son souci principal est de produire et de réussir et de faire vite de manière très économique. Sinon, il aura échoué. Le processus qui consiste à intégrer les sociétés devrait se faire tout à fait différemment, en parallèle, par des structures, soit étatiques, soit au niveau de l'entreprise elle-même, en ciblant de façon très précise les sociétés qui peuvent s'intégrer. Mais dans la durée, ce n'est pas immédiatement. On ne va pas prendre. Je suis désolé, je ne connais pas la société de M. Larpé, mais si j'étais responsable au niveau de Sonatrach du projet d'unité, je ne vais pas prendre M. Larpé. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait. Je ne prendrai pas. Parce qu'aujourd'hui, si j'ai un projet, j'ai besoin de le produire, de réaliser de manière très économique. Et ce qui manque encore pour avoir un tissu industriel très fort, il faut que l'université, les écoles, les grandes écoles algériennes produisent du savoir. Il faut que nous ayons des gens capables de faire de l'ingénierie. Si nous n'avons pas d'ingénierie, nous ne réussirons jamais à une intégration industrielle. Je vous donne un chiffre et j'en terminerai. Lorsque nous avons formé les ingénieurs de forage à Sonatrach, les 2 dernières décennies, nous avons subi une déception extraordinaire lorsque, au bout de 10 ans, on s'était aperçu que sur la quarantaine, la cinquantaine d'ingénieurs que nous avions formés, il y en avait 2 qui étaient capables de faire de l'ingénierie. C'était quelque chose de catastrophique. On a été obligé de faire autrement, d'essayer d'y pallier d'une manière. Voici un peu ce que j'avais dit. Merci, Mais ce que je sais, et l'information sur l'Arabie Saoudite, c'est que la production actuelle a été forcée. Il y a des gisements qui ont subi
plupart des plaies sont entrées en déclin à partir de cette année. Où est l'abondance? Où est l'abondance? Même du non conventionnel. Merci. Le plus sollicité, c'est M. Breur. Donc, je vais commencer par M. Breur, en te demandant quand même d'être précis, court, etc. Et puis après, on va demander aux autres panélistes de dire. Bon, je vais commencer par la dernière interpellation dont j'ai été élu par mon ami Ali. En fait, j'ai fait un exposé sur la stratégie industrielle et les hydrocarbures et je suis passé au pas de course sur des questions de prix. Je ne voulais pas, je voulais rester dans les 20 minutes. Mais donc je n'ai pas fait certains développements. Et donc là, je vais me permettre de les faire parce que je ne suis absolument pas d'accord avec les points de vue qui ont été abordés par mon ami Ali. D'abord, les cycles précédents de l'industrie pétrolière étaient portés par la demande OCDE et par l'offre OPEC-OCDE de pétrole conventionnel. Les cycles futurs ne fonctionnent pas qualitativement de la même manière. D'abord, nous ne sommes pas dans un cycle baissier, je ne le pense pas, nous sommes dans un épisode baissier. En 86, la caractéristique de la demande pétrolière, c'est qu'elle est élastique à long terme et inélastique à court terme. Lorsque les prix sont hauts, on investit dans l'exploration, on décourage les économies, la consommation d'énergie, et on a ensuite un effet de ciseau entre la courbe d'offre et de demande, et ce qui fait que l'industrie évolue avec des cycles aussi baissiers. Ici, nous avons une offre de pétrole non conventionnelle qui vient, mon ami vient de le souligner, qui vient d'abord des États-Unis. Les États-Unis, c'est 48,5 milliards de barils de réserves. C'est 4 fois les réserves algériennes. C'est l'équivalent des réserves libyennes. Et il y a un graphique célèbre de la DOE qui montre que la production des schistes américains va décliner à partir de 2017. Le président Obama lui-même l'a reconnu. C'est l'équivalent des réserves libyennes, 48 milliards de barils. Les réserves pétrolières mondiales sont de 1700 milliards de barils. Alors, quant aux réserves saoudiennes, vénézuéliennes, etc., le Venezuela détient 290 milliards de barils de réserves, dont 60%, 65% en dessous de 30 degrés API. La plupart des réserves, des pétroles de la ceinture de l'Orinoco, c'est quasiment des pétroles solides. Et c'est pour ça que PDVSA s'est intégré vers l'aval pétrolier, a dû acheter des raffineries, etc. Et effectivement, c'est 290 milliards de barils. Les réserves saoudiennes, 267 milliards de barils. Principal gisement, le gisement de Kawar, qui roule depuis 1948. Toutes choses égales par ailleurs, je ne vois pas l'Arabie Saoudite produire 20 milliards 20 millions de barils par jour. L'Irak et l'Iran, l'Irak 115 milliards de barils de réserve, l'Iran 105 milliards de barils de réserve. On estime que le potentiel irakien est intéressant, que l'on va faire encore des découvertes, oui. Mais l'Irak est dans une position offensive par rapport à ses besoins en financement. L'Iran veut revenir sur la scène pétrolière. Ces installations ont été à l'arrêt pendant 10 années. Je ne sais pas, le consensus des experts n'est pas convaincu qu'elles sont en état de monter en puissance. Ceci pour ce qui est de l'offre. Pour ce qui est de la demande, j'ai dit que qualitativement, on n'est pas dans le même schéma. Aujourd'hui, 80%
80% de la croissance de la demande vient des pays émergents qui partent de très bas. Les transports, c'est 80% de la consommation pétrolière. 11 Indiens sur 1000 ont une automobile. 27 Chinois sur 1000 ont une automobile. Contre 721 Américains sur 1000. Contre 500 Européens sur 1000 qui ont une automobile. Si 50 Chinois sur 1000 ont une automobile, la planète explose. Le modèle de consommation énergétique occidentale n'est pas soutenable, tant sur le plan des ressources que sur le plan environnemental. Et quoi qu'on fasse,